Homme de théâtre, militant politique, maire, chef de parti et Premier ministre. Evans Paul est un nom bien connu dans le paysage politique haïtien. Mais qui est cet homme au parcours riche et mouvementé? Evans Paul, un nom qui résonne comme un écho de résistance. Né dans l'ombre du duvalierisme, il n'a pas choisi d'être contre le régime. Ce choix était inscrit dans la chair de sa famille, une famille marquée par la terreur, par les horreurs d'un régime sans pitié. Cette histoire, celle de sa naissance et de son héritage, débute ici. Port-au-Prince, 1955. Une ville vibrante, sous le ciel du tropique. Mais dans les rues, une ombre plane, celle du duvalierisme. Evans naît dans cette ville, dans une famille de la classe populaire. Pas par idéologie, mais par nécessité. La famille Paul est anti-Duvalier. Un sentiment viscéral, presque biologique. La voix nasillarde du dictateur qui déchire l'air sur les ondes radio est un son interdit dans leur maison. La radio était un objet de rébellion. Chaque fois qu'un discours de Duvalier commençait, sa mère, Madame Athémis Paul, agissait avec une rage presque physique. Elle éteignait la radio avec une fureur silencieuse, comme si couper cette voix était la seule manière de garder leur dignité intacte. Et dans ces moments-là, quand la ville vibrait de la propagande officielle, la maison Paul tombait dans un silence lourd, un silence qui parlait plus que les mots eux-mêmes. Mais Evans, enfant, ne comprenait pas tout ça. Comment pouvait-il saisir la profondeur de cette haine, cette peur omniprésente qui étouffait les adultes autour de lui? À 8 ans, ses préoccupations étaient bien différentes. Il se réfugiait dans les bandes dessinées, ces récits d'aventures lointains, des cow-boys, des révolutionnaires. Là, dans les pages jaunies de ses BD, il trouvait un échappatoire, loin des bruits de la guerre invisible de sa maison. Dans ses mains, il tenait une copie usée de Gouverneur de la Rosée, un livre haïtien qu'on avait du mal à trouver dans les magasins de Port-au-Prince. Le livre, avec ses pages déchirées, lui parlait d'une Haïti différente. Mais la guerre, la politique et le régime étaient loin d'être des concepts qu'il comprenait encore. Leurs ombres le suivaient, invisibles mais omniprésentes. Il n'a pas connu son père. Un homme dont la présence résonnait dans chaque conversation, même s'il était physiquement absent. Un fantôme, un héros local. Les gens parlaient de lui comme d'un homme de bien, élégant, toujours prêt à saluer les voisins. Mais un jour, en 1958, son père disparut, sans explication, évanoui, comme tant d'autres. Le silence s'installa. La famille Paul n'a jamais eu de réponse à cette disparition. Personne n'a jamais su ce qui était arrivé à Arons-Alexis. Peut-être qu'il avait été jeté dans un cachot de Fort-Dimanche, ou peut-être qu'il avait été balancé dans l'un des sinistres sous-sols du palais présidentiel, là où les prisonniers politiques se volatilisent sans laisser de traces. Evans a grandi avec des questions sans réponse. Pourquoi son père avait-il disparu? Pourquoi l'État, ce monstre invisible, engloutissait-il les gens sans laisser de traces? Chaque matin, quand il se levait, le nom de son père flottait dans l'air, mais aucun mot d'explication, juste des murmures, des regards furtifs, des soupirs. C'était comme si l'âme du pays était aussi malade que ceux qui avaient été engloutis par son système. Le régime de Duvalier n'était pas simplement une question de politique. C'était un poison qui s'infiltrait dans chaque aspect de la vie, de la culture, de l'histoire d'une nation. Et pour Evans, cet héritage de terreur n'était pas un concept abstrait. Il le vivait. Le poids de l'histoire était lourd sur ses jeunes épaules. Le silence imposé par sa mère, les livres usés et ces questions qui tournaient dans sa tête, tout cela façonnait son destin. La disparition de son père ne faisait que renforcer le mystère de cette époque. On ne parlait pas des victimes de Duvalier, on les effaçait. Ils étaient des chiffres, des ombres dans les archives. Mais Evans savait, quelque part au fond de lui, que cette histoire n'était pas simplement l'histoire de son père,
mais celle de toute une génération. Une génération oubliée, dévastée et pourtant toujours debout. Et alors, comment cette histoire allait-elle se jouer pour Evans ? Allait-il suivre l'exemple de ceux qui se taisaient ? Ou allait-il se lever, comme son père, et défier un système qui effaçait les voix de ceux qui osaient s'opposer ? Cette question, il l'avait dans le cœur, prête à éclater. Le 1er juin 1976. Une journée qui aurait pu être comme les autres, mais elle marquait la fin d'une vie. Gassner Raymond, journaliste indépendant, un homme de conviction et de vérité, a été brutalement assassiné. Il avait simplement rapporté une grève ouvrière. Un fait. Mais dans un pays où le simple acte de parler peut être une condamnation, cela suffisait. Les bourreaux du régime ne pardonnent pas. Evans, jeune homme encore, connaissait bien Gassner. Il avait l'habitude de rendre visite à sa famille, de discuter des événements politiques avec lui, des heures durant. Mais, ce jour-là, Gassner ne reviendrait pas. Son corps, étranglé et jeté sur le bord de la route à Léogane, ne sera jamais un accident. Il avait défié l'autorité par sa plume, et cela, le régime ne pouvait le tolérer. Pour Evans, cette mort n'était pas une simple tragédie. C'était un message, une confirmation amère de la brutalité du système. La lutte pour la démocratie et la liberté des idées était plus dangereuse que jamais. Il comprenait enfin que l'idéalisme des jeunes comme lui allait s'opposer à une machine répressive prête à tout pour conserver son pouvoir. Mais Evans, malgré la douleur et la perte, ne pouvait s'empêcher de voir dans cette mort le visage de l'injustice. Il savait que ceux qui se battaient pour la vérité, pour la démocratie, étaient des cibles. Mais la question se posait, jusqu'où irait-il ? Combien de fois pourrait-il risquer sa vie pour les mêmes idéaux, quand même les plus braves étaient engloutis par cette tempête politique ? Sa propre histoire, déjà marquée par la perte de son père, s'entrelaçait avec celle de Gassner. L'ombre du régime planait sur chaque aspect de sa vie. Comme son père, Gassner avait été emporté par ce même système qui ne tolérerait pas de voix dissidentes. Le cycle de la répression semblait sans fin, et ceux qui osaient défier le pouvoir finissaient, eux aussi, dans l'oubli ou la mort. Mais à chaque agression, à chaque perte, Evans grandissait, et il était plus déterminé que jamais à faire entendre sa voix. L'indépendance de la presse, la liberté d'expression, il savait maintenant que ce n'étaient pas des droits, mais des combats à mener. Pourtant, un doute persistait en lui. Pouvait-on vraiment vaincre un système aussi impitoyable ? L'agression par le chef de section, à la Plaine du Nord, avait été un autre choc dans la vie d'Evans. À 9 ans, il avait été frappé par un homme en uniforme, sans raison. Un homme du régime. Il se souvient encore de ce pied lourd frappant son corps, un geste qui marquait plus que son corps. Il marquait son âme. Mais c'était la réaction de sa mère, Athémise, qui allait transformer ce souvenir douloureux en un acte de rébellion. Athémise n'était pas une femme ordinaire. Face à l'injustice, elle se dressait avec une rage froide, un courage que beaucoup n'osaient même pas imaginer. Elle se rendit chez le chef de section le lendemain, seule, déterminée. Elle l'insulta, le traita de « voyou », des mots qui, à l'époque, n'étaient prononcés que par les plus courageux ou les plus imprudents. Mais Athémise n'était ni l'un ni l'autre. Ce fut un acte de défi, un acte qui marqua Evans à jamais. Sa mère, forte et sans peur, l'inspirait. Elle devenait pour lui ce qu'il appelait plus tard la Pélaguée Nilovna de Gorky. Cette figure de mère militante, prête à tout pour défendre les valeurs de son fils, de sa famille et d'une nation en souffrance. Une figure qu'il admirait et qui allait forger sa propre vision du monde. Le 1er novembre 1976, James Earl Jimmy Carter remporte la présidence des États-Unis. Cette victoire marquait le début d'une nouvelle ère dans la politique mondiale. Une ère où les droits humains devenaient un sujet central du débat international. La dictature des Duvalier, qui avait régné sans partage sur Haïti, se voyait contrainte d'adopter un ton plus conciliant.
Dans cette atmosphère de détente politique, des mots comme démocratisation et libéralisation faisaient le tour des médias, mais aussi des rues. Les jeunes journalistes haïtiens, portés par cette vague de changement, saisissaient l'opportunité pour dénoncer, à travers des discours codés et des pièces de théâtre symboliques, les injustices d'un système répressif. Ce n'était pas juste de la critique, c'était un acte de résistance. Et Evans Paul, qui animait l'émission quotidienne Combit Petite Caille sur Radio Classique, se retrouvait au cœur de cette révolte. Ses analyses percutantes de la situation politique rassemblaient des milliers d'auditeurs, tous assoiffés de vérité. Mais pour Evans, il ne s'agissait pas seulement de mots, c'était un combat dans lequel il avait perdu beaucoup. En 1976, il devait faire face à une tragédie personnelle qui allait le marquer à vie. La mort de sa sœur, Amenta, âgée de 16 ans, était un choc inouï. Ce jour-là, le 11 décembre, la violence du régime frappait trop près de chez lui. Amanta, cette adolescente pleine de rêves, avait assisté à un match de football entre Haïti et Cuba au stade Silvio Cator. Un malentendu entre les militaires avait déclenché un chaos indescriptible. Des balles avaient volé dans l'air, et dans la panique qui s'ensuivit, Amanta fut touchée en pleine poitrine. Les médecins avaient tout fait pour la sauver, mais son agonie fut inévitable. Evans se tenait là, impuissant, regardant sa sœur rendre son dernier souffle. Ce dernier regard qu'Amenta lui lança, se grava dans son esprit à jamais, une image de douleur et de rage, mais aussi de tristesse pure. Elle, une jeune fille pleine d'espoir, assassinée sans raison. Cette tragédie devint le moteur de la révolte d'Evans. Cette mort gratuite lui donna une rage que ni le temps, ni la distance ne purent effacer. Le lendemain, Evans Paul se rendit à Radio Classique avec le cœur brisé, mais aussi avec une détermination nouvelle. Il saisit son micro et, sans réfléchir, se lança dans un discours enflammé. Il critiqua le système qui avait permis cette violence. Ce discours ne fut pas juste un cri de douleur, mais un acte de résistance, un acte qui allait lui coûter cher. À peine son émission terminée, un camion de militaires investit la station. Il venait du palais national, armé jusqu'aux dents, prêts à tout. Mais Evans n'eut pas le temps de les affronter. Dans un élan de survie, il grimpa les murs de la station, s'échappant par les toits. 3 mois durant, il vivra dans la clandestinité, fuyant la fureur des militaires. L'année 1979 marqua un tournant mondial. La guerre froide s'achevait, et avec elle, la fin de plusieurs dictatures. Le monde suivait avec attention l'Iran, où l'ayatollah Khomeini renversait le Shah. Et, dans l'ombre de ces événements internationaux, Haïti vivait encore sous l'emprise d'une dictature qui se maintenait par la terreur. Mais le vent du changement soufflait. La chute du Shah d'Iran en 1979 avait ouvert la voie à un monde en pleine réorganisation. Le même mois, Pol Pot, le dictateur cambodgien, perdait son pouvoir face à l'invasion vietnamienne. À travers le monde, des révolutions et des luttes s'enchaînaient, des mouvements qui faisaient rêver les jeunes générations. En Haïti, les échos de ces révolutions parvenaient à ceux qui rêvaient de changement, même dans les rues de Port-au-Prince. Les jeunes de la rue Saint-Martin, eux, envoyaient une pétition pour changer le nom de l'avenue Anastasio Somoza. Un petit acte symbolique, mais significatif. 1979 marquait le début des tumultueuses années 1980. Les révoltes qui secouaient le monde étaient loin de ne concerner que l'étranger. En Haïti, le pouvoir de Baby Doc se retrouvait sur la sellette. Après des années de répression brutale, il cherchait à ouvrir une fenêtre de politique plus souple. Mais ce n'était qu'un mirage. Le 28 novembre 1980, la rafle de journalistes, syndicalistes et militants des droits de l'homme allait prouver que son ouverture n'était qu'un piège. Des dizaines de voix opposées au régime allaient être muselées, emprisonnées ou envoyées à l'exil. Me Grégoire Eugène n'était pas qu'un intellectuel. Son engagement politique se traduisait par une opposition farouche au régime, alimentée par des critiques directes et sans concession dans son journal Fraternité. Mais, comme beaucoup d'autres,
il en paya le prix fort. Le 28 novembre 1980, il fut arrêté et expulsé du pays, une perte pour la lutte contre la dictature, mais aussi un symbole de l'impunité du régime. Un autre événement marquant dans cette période de lutte fut l'évasion de Silvio Claude. Après une réunion de son parti, des hommes armés en civil, des agents du SD, tentèrent de l'arrêter. Mais Claude réussit à s'échapper, se rendant immédiatement à la radio RGR Progrès. C'était là qu'il lança son fameux cri. « À bas Duvalier », un acte de défi que peu auraient osé. Mais le courage de Claude ne fit pas que marquer Evans. Il l'inspira. Ce jour-là, dans les rues de Port-au-Prince, une nouvelle forme de résistance prenait forme. Claude risquait sa vie pour ses idéaux, mais il était loin d'être seul. La lutte s'intensifiait, mais les ombres du régime, toujours présentes, se rapprochaient. Octobre 1980, le régime de Duvalier, déjà ébranlé par les critiques grandissantes, faisait entendre le rugissement du tigre. Baby Doc, effrayé par les contestations, rappelait à tous la leçon de son père. La progéniture du tigre est un tigre. Un avertissement clair, mais aussi une menace. La commission d'enquête permanente, dirigée par des hauts gradés de l'armée, agissait comme un bras armé du régime, semant la terreur dans le pays. Mais les militants du mouvement démocratique ne se laissaient pas intimider. Le mois d'octobre 1980 fut marqué par l'arrestation d'Anthony Pascal, alias Compé Philo, de Radio Haïti Inter. Son arrestation fit l'effet d'une bombe, suscitant une mobilisation à travers tout le pays. Pourtant, le régime fut contraint de le relâcher quelques heures après. Evans Paul, qui se trouvait à New York à ce moment-là, suivait ces événements de près. Durant son passage à New York, Evans en profita pour rencontrer des figures de l'opposition haïtienne en exil, des Camoquennes comme on les appelait, des personnalités influentes telles que le général Paul-Eugène Magloire et l'intellectuel Leslie Péan. C'était un moment clé pour Evans, une occasion de recueillir des informations et de renforcer son réseau. Une rencontre secrète avec Maurice Sixto enrichit également sa vision du combat pour la liberté. De retour à Port-au-Prince, le 16 octobre 1980, Evans Paul fut arrêté à sa descente d'avion. La police politique l'attendait, prête à l'emmener sans cérémonie aux casernes des Salines. Là, la commission d'enquête permanente, dirigée par le colonel Alberti Boulpierre, l'attendait pour l'interroger. Mais ce n'était pas un simple interrogatoire, c'était une séance de torture d'une violence inouïe. Dès le début, Evans fut frappé sauvagement. Un géant surnommé Marron le frappait sans relâche. Ce colosse de près de 2 mètres de haut, aux yeux redoutables, lui asséna des coups violents. Il se souvient de chaque coup de bâton, chaque douleur lancinante. Ils lui firent compter jusqu'à 80. La souffrance était insupportable, mais il n'avait d'autre choix que de l'endurer. Les 2 heures d'interrogatoire étaient en réalité un supplice. Evans, brisé par la douleur, ressentait un sentiment de honte, non pas pour lui-même, mais pour la brutalité d'un régime sans pitié. Mais ces épreuves n'étaient que le début. L'arrestation de Compé Philo, suivie de la sienne, avait créé une onde de choc dans le pays. Le régime, sous pression, recula légèrement. Dans un moment de pure humanité, la mère d'Evans, Athémis Paul, lança un appel émouvant à Radio Haïti Inter. Elle pleurait, brisée, mais sa voix portait la force de la résistance. C'était un acte de courage, une lueur d'espoir dans une période de ténèbres. Jean-L. Dominique, directeur de Radio Haïti Inter, diffusa cette interview, un cri du cœur contre la répression. La voix d'Athémise, qui pleurait sur les ondes, fit le tour du pays. La mère d'Evans ne se contentait pas de pleurer son fils. Elle dénonçait un système injuste. L'événement fit la une pendant toute une semaine. Une semaine plus tard, Evans fut relâché. Mais son corps portait les marques de la torture. Ses blessures étaient graves. Ses fesses étaient couvertes de plaies ouvertes et purulentes. Les tortionnaires, dans une ironie sinistre, furent obligés de soigner ses blessures. Ils ne voulaient pas que l'opinion publique voie l'état de santé du journaliste. Après sa libération, Evans Paul reprit aussitôt son combat contre le régime. Le même jour, il se rendit à Radio Classique
où le courageux Jean-Claude Carrier lui permit de reprendre son émission. Sur les ondes, il dénonça brutalement la violence qu'il avait subie. Son témoignage fit le tour du pays et l'opinion publique commença à rejeter ouvertement le système de Duvalier. Les événements s'enchaînaient, créant un climat de tension palpable dans le pays. Le 4 novembre 1980, Ronald Reagan remportait les élections présidentielles américaines. Sa victoire sonnait le glas d'une époque de détente dans la politique étrangère américaine, un tournant qui allait redonner du souffle au régime duvalieriste. Le régime, en quête de soutien international, voyait cette victoire comme une opportunité pour intensifier la répression contre l'opposition haïtienne. Les espoirs de la démocratisation semblaient de plus en plus lointains. Le 28 novembre 1980, le régime passa à l'action, arrêtant toutes les personnalités indépendantes, des journalistes, des syndicalistes et des défenseurs des droits humains. Ce jour-là, des figures comme Jean L. Dominique, Marcus Garcia et Elsie Etea furent appréhendés. Mais Evans Paul, par un pur hasard, échappa à la rafle. Il se trouvait à Torland, une zone calme de Carrefour, où il avait organisé une réunion avec des membres de sa troupe de théâtre, le KPK. Ce jour-là, Evans se rendit à la recherche d'un téléphone pour appeler son contact à New York, l'opposant Jacques Moringlan. Le téléphone, un luxe rare à l'époque, était son seul moyen de communiquer. Lorsqu'il fit l'appel, il ne savait pas que la police politique venait d'investir le local. Les agents capturèrent un membre de la troupe, mais les autres militants avaient eu le temps de fuir. Evans, ignorant le danger, revint au local. À son retour, il sentit immédiatement que quelque chose clochait. L'ambiance du quartier était étrange. Lorsqu'il passa devant la maison de sa voisine, celle-ci referma la porte précipitamment en le voyant. Instinctivement, Evans comprit que la police était passée. Il se rendit chez un autre voisin, Harold Domond, le chroniqueur sportif, qui risqua sa vie pour l'informer de la situation. Le danger était omniprésent. La zone était infestée de macoutes, des informateurs du régime qui surveillaient tous les mouvements. Mais Evans ne pouvait pas rester là, à attendre. Il décida de quitter la zone. Avec l'aide de l'actrice Rose Edith, il se rendit à Carrefour, déguisé en clochard. Rose, quant à elle, s'habilla en prostituée pour passer inaperçue. Leur fuite à travers la ville ressemblait à une scène de film, mais c'était bien la réalité. L'ambiance de la ville était lourde. Chaque coin de rue semblait cacher des regards, et chaque fenêtre semblait dissimuler un informateur. Evans, après une longue période de cachette, finit par atteindre la maison d'une cousine. Un refuge temporaire, mais nécessaire. Les déguisements et les stratagèmes avaient fonctionné, mais l'épuisement et la peur ne s'étaient pas dissipés. Evans savait qu'il n'était pas encore en sécurité. Le 28 novembre 1980 marquait une nouvelle étape dans la lutte contre le régime. Ceux qui n'étaient pas arrêtés se retrouvaient dans le maquis, loin des yeux du pouvoir. Pour Evans, ce jour-là, le combat semblait plus proche que jamais. Mais à quel prix ? Il avait échappé à la rafle, mais la guerre, elle, ne faisait que commencer. Sous leur déguisement, ils prenaient des raccourcis, des routes désertes, loin des regards. 3 heures de marche, avec la peur de chaque coin de rue, chaque personne croisée. Ils se faufilaient à travers la ville, évitant les zones à forte fréquentation. Un faux pas, et tout serait terminé. Mais à un moment donné, Evans perçut une conversation dans la rue. Voilà que le pays se trouve dans une situation difficile. Regarde des gens sans conscience qui circulent, et ils ne comprennent même pas ce qui se passe. Cette remarque, murmurée à peine, le confirma. Ils avaient réussi à passer inaperçus, à brouiller les pistes. Leur camouflage avait fonctionné, du moins pour l'instant. Mais cette réussite temporaire ne signifiait pas que la situation était plus sûre. Evans savait que la clandestinité allait devenir sa vie pour les 2 années à venir. C'était un fardeau qu'il porterait dans l'ombre, constamment sur le qui-vive. La clandestinité n'était pas une vie facile. Chaque mouvement, chaque contact avec l'extérieur devenait risqué. Mais Evans avait trouvé des alliés, des gens prêts à prendre des risques pour le protéger. Un homme comme Fritz Jean, un citoyen ordinaire, mettait même son véhicule à sa disposition. Grâce à ce réseau de solidarité,
Evans parvint à survivre dans un environnement où la traque ne cessait jamais. Parmi ceux qui risquaient leur vie pour lui, il y avait Yves-Antoine Richard, un syndicaliste courageux, et le père Lespinasse de l'Église catholique. Ils l'amenèrent dans un endroit sûr, un refuge où il ne pouvait pas entrer en contact avec le monde extérieur. La routine de sa vie de clandestin se composait de silence et d'attente. Même pour obtenir des informations, il dépendait de ce prêtre qui lui rapportait ce qu'il savait chaque soir. La vie dans le maquis ressemblait à une prison, mais une prison qui exigeait une gestion constante. La peur de l'inconnu, l'attente interminable. Le maquis n'était pas seulement un lieu physique, mais un état d'esprit. L'angoisse de l'attente, de ne jamais savoir ce qui allait se passer, pesait lourdement sur chaque pensée. La dictature savait que cette pression mentale pouvait briser l'âme humaine, mais il refusa. Il n'était pas encore capturé par le régime, et il choisit de rester soutenu par des alliés fidèles, comme le père Jacques Mésidor de l'Église catholique. Pendant ce temps, de l'extérieur, le groupe politico-religieux Haitian Fathers, basé à Brooklyn, continuait de l'aider. Le père Antoine Adrien envoyait régulièrement de l'argent pour l'aider à survivre dans le maquis. Mais Evans n'était pas seul. D'autres militants, cachés dans l'ombre, distribuaient des tracts dénonçant la dictature, continuant à lutter de manière invisible. La solidarité internationale était le seul fil qui maintenait vivante la résistance à l'intérieur du pays. Les soutiens venaient de tous horizons, la diaspora, des citoyens anonymes et même des membres de l'Église catholique. Mais chaque action, chaque mouvement était empreint de danger. Evans savait que le temps pressait. Un faux pas et tout pourrait s'effondrer.